Jungle. Allez, salut à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers numéro 58, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, les comex et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Et puis ensemble, pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu du jour, le tournoi de l'UFOA B des U20 en Côte d'Ivoire. Pas de miracle pour les éperviers, 3 matchs, 3 défaites, mais sans Metokoro n'a pu être à la hauteur. Préparatif du CHAN, la sélection locale en second regroupement, une dizaine de joueurs de l'ASCO n'ont pu répondre à la convocation de Jonas Komlan. Quelles explications peut-on en donner ? Et puis, éliminatoire mondial 2026, le Togo loge donc dans la poule B. On le connaît déjà avec le Sénégal, la RD Congo, la Mauritanie et les deux Soudans. Quel changement Paulo Duarte doit-il opérer dans son groupe avant le début de la campagne ? Togolais en club, en tout cas, ils sont en vacances, pas d'infos, on en donne. Mais écoutez, c'est vrai également que c'est le mercato depuis, mais pas de mouvement pour les Togolais jusqu'à présent. On verra bien ce que ça va donner. Et puis, la trente des auditeurs à vos antennes, préparez-vous. Vous allez avoir un peu plus de temps aujourd'hui pour participer en direct à cette émission. Dans le nid des éperviers d'RN2, c'est avec la technique Théo Ajave, à la caméra et l'homme à devant. Et puis au studio, les fidèles au poste, ils sont présents, Franck Lunyama et Angelo Polico, pour décortiquer les sujets. Ce sont donc les chroniqueurs habitués de cette émission. À la présentation, appelez-moi Aimé Lebon d'LN2. C'est parti. Bonsoir à tous et merci donc d'être là. Et puis, comme nous le disions, donc comme chroniqueurs attitrés de cette émission, ils sont là. Franck Lunyama, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est un plaisir. Angelo Folikoué, salut à toi. Salut sportif Aimé, bonjour à toutes et à tous. Et merci également d'être là. Toujours au rendez-vous. On est en mission sur la terre. Voilà, en bon commando. Oui, point de repos. Point de repos. De l'autre côté, on aura le temps de, comme vous avez l'habitude de le dire. Oui, on a toute la vie pour travailler et s'amuser un tout petit peu. Et puis toute la mort pour se reposer. N'est-ce pas ? Sans commentaire. Très bien. Premier sujet donc à décortiquer dans cette émission, le tournoi de l'UFOA B. Oui, avec les U20, c'est bien sûr en Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas eu de miracle pour les éperviers avec 3 matchs, 3 défaites. Ça sent le roussi, comment ça se dit, Franck ? Oui, ce n'est pas forcément une surprise. On en parlait ici il y a quelques jours et depuis toujours d'ailleurs. Lorsqu'on n'a pas de championnat des jeunes, on ne peut pas s'attendre à faire, on va dire, une très bonne compétition dans ces genres de catégories. Les moins de 20 ans, on sait que le Togo, comme toujours, se prépare toujours dans les derniers instants à un mois peut-être de la compétition. Ça ne suffit pas pour avoir des jeunes qui soient vraiment cohérents dans ce qu'ils proposent, des jeunes qui soient aguerris par rapport à ces genres de situations. Donc, 3 défaites à l'arrivée avec 5 buts encaissés, 1 de marqué. Et puis, ce qui est surprenant, 2 défaites face au Bénin, 4 buts encaissés, 1 seul de marqué. Donc, ça veut dire tout simplement que c'est déséquilibré. Le Bénin travaille et le Togo non. Ah, voilà. Angelo, comment peut-on expliquer ce nouveau revers, j'allais dire, d'une sélection togolaise ? Le constat, il est amer. Hein. J'étais de ceux qui nourrissaient en tout cas l'espoir pour Vincent Metokodo. Histoire qu'il avait déjà cette sélection depuis quelques années. Il connaissait le groupe. Il y en a qui viennent, qui repartent, qui ne sont pas forcément des titulaires indiscutables. Je me suis dit, c'est un challenge, un défi pour lui. Et à chaque sortie, à chaque fois qu'il y a une compétition en ligne de mire et que sa sélection est engagée, dans sa tête, il se dit, tiens, je dois tout faire pour gagner, non seulement gagner des matchs, mais progresser. Je vais rester sur le mot de la progression. Aujourd'hui, quand il s'agit de dresser le bilan, il est plus qu'amer. Ah. Il est plus qu'amer. Il est passé à côté de la plaque ? Complètement à côté de ses pompes. 3 matchs, autant de défaites, 1 seul but inscrit, 5 pris. Cette équipe-là n'est pas encore prête pour aller disputer une quelconque compétition contre le Bénin, le Burkina Faso ou encore moins la Côte d'Ivoire. Oui. Mais la ration est normale.
Pour terminer en disant juste une première conclusion, la sélection U20 est à l'image de la sélection Fagnon, presque de toutes les catégories. Le football au Togo ne marche pas pour l'instant. Ah, bon, la conclusion. Bon, là, dans ce cas, on arrête l'émission, on s'en va. On va faire des propositions. Première conclusion, c'est ce que j'ai dit. Première conclusion. Oui, mais voilà, Angelo, il parlait tout à l'heure d'Amete Kodo, mais sans King, comme on l'appelle. Oui, il a été connu plutôt très rigoureux à son poste de latéral droit à l'époque. Oui, du 11 national. Oui, du 11 national, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et puis, bon, ben, écoutez, c'est vrai qu'il est passé entraîneur des clubs, Maranatha, Asco. Il a quand même bien travaillé. À Sauterre, justement, aujourd'hui. Ben, voilà, mais bon, ça n'a pas était ce qu'on attendait de lui. Amete Kodo Messan King, justement, au sortir du match de classement, c'était contre le Bénin, les Guépards U20 du Bénin. 2-0 après le match. On va l'écouter. Dans un premier temps, les jeunes ils ont bien déroulé le jeu. C'est vers la fin qu'on a pêché. Moi, j'ai dit félicitations à ces jeunes. Ils ont joué et on va corriger ce qui a corrigé. Si ça ne me plaît pas, je peux soulever les bras. C'est l'arbitre de se mettre, c'est lui le directeur de la partie. C'est à lui de décider. Je n'ai rien à dire à côté arbitrage. C'est le réalisme qui a manqué de notre côté. Sinon, on pouvait au moins marquer un but en première mi-temps. En première mi-temps, on avait tout le match, mais on n'a pas pu scorer. C'est le foot. Voilà, ben écoutez, il a fait l'analyse. On aurait pu marquer, on aurait pu. Avec le conditionnel, on ne fait jamais rien de bon. Hein. On aurait pu marquer. Je pense que le discours à son niveau ne change pas. Pour lui, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas d'expérience, ne sont pas préparés comme il faut. En face, c'est quand même aussi des jeunes. Ce n'est quand même pas des seniors qui jouent contre lui. Donc, même si peut-être en Afrique, on ne respecte pas forcément l'âge, je pense que ce n'est pas, on va dire, un terrain sur lequel il faudra aller. J'attendais plutôt le sélectionneur national Amete Kodo sur le terrain de ce manque de préparation, de ce manque d'ambition. Mais pour lui, c'est des jeunes, on va corriger les lacunes. Et chaque fois, quand il revient en conférence de presse, c'est les mêmes mots. Et puis après, hier, par exemple, il s'attaque un peu à l'arbitre parce que le directeur de match aurait dû faire ci, aurait dû donner un coup franc. Est-ce que vous avez marqué un but, on a refusé? Je ne sais pas. Donc, pour lui, c'est le manque de réalisme, c'est on aurait pu. Ce n'est pas ça le football aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir se donner les chances, mettre toutes les chances de son côté. Et pour mettre les chances de son côté, il faudra se lever tôt, ce qui n'est pas le cas ici. Quand il s'agit forcément de la sélection des jeunes, c'est dommage. Le Togo ne prouve rien depuis. Même le Burkina a fait des choses pour aller gagner des compétitions. Le Sénégal en a gagné la CAN des moins de 17 ans. Le Mali, avec le sélectionneur actuel au niveau des locaux, Jonas Kokou Komlan. Donc, le Togo est toujours en retard. On se prend tard pour vouloir avoir des résultats. Non, ce n'est pas de la magie. Il va falloir travailler et je pense que le Togo, pour le moment, n'est pas rentré dans ce travail profond, dans ce travail, on va dire, bien fouillé qui lui permettait quand même d'avoir des résultats sur le plan des jeunes. Angelo, comment vous décortiquez, disons, ces propos de Amete Kodo Messan King après sa dernière défaite hier, match de classement contre les Guépards U20? Il dit être déçu par rapport à la prestation de sa Paulin. Est-ce qu'il attendait autre chose? Possible. On est dans une compétition. Possiblement. On est dans une compétition. Le Togo s'y est aligné en se disant oui, on va jouer contre le Bénin, même si entre-temps le Nigeria a déclaré forfait. Et donc c'était une possibilité. On le disait dans les émissions qu'on avait fait précédemment, comme quoi le Togo a toujours ce double défi. D'abord, on sait aujourd'hui que le Bénin a pris de l'avance en ce qui concerne l'organisation, la planification du football local. Et puis derrière également, ce derby fratricide où on a envie de faire quelque chose face aux voisins de l'Est. Mais là,
on se rend compte que franchement, voilà, la compétition, le Togo est passé complètement à côté. Oui, le fait que le Nigeria ne soit pas dans la poule était déjà un problème, je ne le sais pas. Mais on a senti que sur les 3 matchs, par exemple, le premier perdu 2-1, on a vu le contenu du match, dans les déplacements, les transitions. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans le football, je peux dire basique, mais c'est devant qu'il n'y a pas souvent cette efficacité, cette confiance. Ce réalisme. Ce réalisme devant les buts des joueurs. Mais attendez, un match de football, c'est vrai, 90 minutes et plus, mais ce n'est pas à chaque minute que vous aurez des occasions de but. Non, ça peut arriver 1 ou 2, 3 ou 5 fois. Mais malheureusement, le Togo, d'abord, l'équipe a du mal à garder le ballon dans les pieds. Très souvent, les balles sont redonnées pratiquement à l'adversaire. La défense, oui, elle a totalement flanché. Elle a pris 5 buts en 3 matchs. Surtout quand on voit le dernier match face au Bénin. Mais à un moment donné, on s'est dit, tiens, les enfants peut-être avaient la tête derrière. Et pourtant, au niveau de cette défense, vous avez des joueurs comme Mathieu Doche, qu'on ne présente pas, qui a, je peux dire, un vécu, même s'il n'est pas aussi gros ou grand. Mais on a compris qu'à un moment donné, il n'y avait pas de communication. Et c'était compliqué. On a même l'impression qu'ils étaient étourdis sur le terrain. Et là, franchement, c'est en cela, moi je disais entre-temps, comme quoi, quand vous avez de tels jeunes qui sont pratiquement dans les équipes de première division, mais n'ont pas l'occasion d'avoir ne serait-ce que des bribes de minutes en championnat, ce n'est pas sur une compétition couperée comme ça que vous allez les utiliser et avoir des résultats. Je pense qu'il faut revoir la formule pour espérer avoir des résultats probants les prochaines fois. Déjà en demi-finale, puisque le Togo y était, sans avoir joué, pour cause de forfait du Nigeria à cette compétition, comme vous le rappeliez tout à l'heure, Angelo, mais il avait également dit certaines choses. On va l'écouter encore, Ameto Kodo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Donc après, disons cette demi-finale face au Burkina Faso, où le Burkina finit par marquer dans les 5 dernières minutes. On pense toujours que oui, 5 dernières minutes. Mais c'est une défaite. On l'écoute. Un match très bien discuté par les 2 équipes, surtout le Burkina a posé par des longues balles, ce qui nous a gêné un tout petit peu. Vers la fin du match, les Poulains ont laissé un peu de régime sur le plan de la fraîcheur. C'est la jeunesse. On a perdu, certes, mais on va encore continuer. Il reste encore un 3e match. De notre côté, c'est le marquage au niveau de notre défense qui nous pêche un peu. Et on va le corriger parce que les 2 buts qu'on a encaissés au premier match, c'était la même chose. C'est des erreurs de la jeunesse. On va le corriger, nous sommes en compétition. On a encore un match à jouer jeudi. On va voir la vidéo et ensemble on va corriger. Bien sûr, c'est un problème, on le sait. On a essayé de le faire avec. On pouvait scorer. Ici, le numéro 18, il avait fait un coup d'œil. Il allait placer le ballon pour son partenaire et ça serait le premier but de la partie. Mais là, s'il a voulu frapper, c'est l'erreur de la jeunesse. Voilà, erreur de la jeunesse. Vous le disiez tantôt, Franck, par rapport à ces analyses. On sait aussi qu'on ne marque de but que quand il y a erreur. Hein. Erreur, oui. Et quand vous ne faites pas d'erreur, forcément, vous n'encaisserez pas. Et lorsque je compare cette deuxième réaction à celle qu'il a faite il y a quelques instants, il y a aucune différence. Vous voyez qu'il parle encore de manque de réalisme, erreur de jeunesse, un problème de marquage, fraîcheur physique. Voilà, donc Ameto Kodo Mensah, on a comme l'impression depuis l'année dernière, quand il a participé à cette compétition, qu'il revient avec les mêmes mots. Mais on a comme l'impression qu'il ne travaille pas sur les erreurs qu'il a pu déceler au sortir des matchs. Voilà, donc ça a été pire, justement, puisqu'il avait dit, voilà, c'est les mêmes erreurs. Ouais. Ça veut dire quand même qu'il en sait quelque chose. Est-ce qu'il a pu parler avec les jeunes au sortir du premier match ? Non, visiblement, parce que s'il revient dire c'est les mêmes erreurs qu'on reproduit, après chaque match, ça veut dire qu'on n'a pas mis l'accent sur ces genres d'erreurs. La fraîcheur physique, oui, quand on n'a pas mis le temps pour préparer l'équipe, pour leur permettre de s'essayer sur des matchs amicaux, de même niveau que la compétition, la fraîcheur physique va manquer parce que quand le niveau va s'élever, les juniors togolais vont reculer. Et puis, il parle aussi de matchs très bien disputés par les 2 équipes, mais derrière, le Burkina a pu faire la différence au dernier moment, dans les 5 dernières minutes, parce que peut-être les éperviers avaient la tête peut-être sur déjà un match nul, aller vers un pénalty ou bien des pénaltys, pourquoi pas des tirs au but, j'allais dire. Donc voilà, tout ça là, ça rentre dans la préparation, le discours de l'entraîneur
Mais il manque tout ça autour de l'équipe, dans l'environnement de cette équipe junior. Il n'y a rien qui puisse permettre à cette catégorie de pouvoir bien évoluer. Et là, c'est grave avec ces propos tenus et que au troisième match contre les Guépards, vous le disiez tout à l'heure, mais ça a été pire, Angelo, puisqu'il en a pris 2. Ouais, mais le match d'abord contre le Burkina Faso, on a tous suivi la partie qui a été réalisée par les éperviers juniors, mais la déception restait justement sur les 5 dernières minutes. Parce que le Burkina, on a senti l'équipe bousculée. On se rappelle très bien, le Burkina a pratiquement marché sur tout le monde dans sa poule pour se retrouver face au Togo. Et ils étaient bousculés jusqu'à la 85e minute. Ils n'avaient pas la solution. Oui. Et pourtant, c'est vrai, ils ont essayé de torpiller la défense des éperviers juniors, mais que le travail d'Israël Fagla est tellement à saluer, le jeune portier de cette sélection qui évolue aujourd'hui au Dynamique togolais, qui était entre-temps au centre A7 de Jack Blay. Et on a senti qu'il tenait vraiment cette défense-là dans sa communication, dans ses gestuels, dans comme on le dit sa souvent, présence. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et justement, c'est juste un petit ballon où la trajectoire n'a pas été bien jugée. Et derrière, quand vous regardez la réaction d'Israël Fagla, mais elle était très remontée contre ses coéquipiers qui ont fait preuve d'un laxisme qui ne dit pas son nom. Et derrière, 5 minutes, Burkina était déjà en finale, donc naturellement, ils vont rester derrière, rester dans la gestion comme ils savent bien le faire. Et moi, je pense que cette défaite-là reste encore plus au travers de la gorge que celle contre le Bénin, pas plus tard qu'il y a 24 heures. Maintenant, je me pose également des questions. Ce groupe-là, est-ce que c'est parce que c'est une découverte de la compétition que quelque part dans la tête, il y a un déréglage ? C'est une possibilité, parce que jouer un match de championnat, jouer une compétition, c'est 2 choses complètement différentes. La deuxième chose dont parlait Franck tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, le travail d'abord au niveau du staff technique. Comment ça se fait ? Comment se trame, je peux dire, comment se fait beaucoup plus la collaboration entre Vincent Metokodo et tous ceux qui sont autour de lui. On parle de Kossi Ntoudje, on parle de Espoir Yedi Baoma, on parle d'autres anciens. Comment le travail se fait? Est-ce que c'est lui seul qui prend les décisions? Y a-t-il une consultation entre eux? Y a-t-il quelqu'un? Oui, consensus. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui se met de côté pour examiner, scruter le comportement de chaque joueur dans chaque compartiment et de pouvoir faire un relais à l'entraîneur principal pour prendre des décisions collégiales? Je m'interroge, mais encore une fois, je le dis, le football togolais n'avance pas du tout, parce que là encore, 3 matchs, 3 défaites, ça c'est un constat amer. Et déjà au premier match, bien sûr, contre le Bénin, on se disait que ça comptait pour juste déterminer le premier du groupe. Ben voilà, 2-1, sortir de ce match-là, déjà entré. Et puis on se disait, bon, ok, on allait faire quelque chose par la suite. Voici ce qu'il déclarait. D'entrée, match, on n'est pas rentré dedans. Et ça nous a fait début, on a fait des erreurs et ça nous a payé cash. À la mi-temps, on s'est bien parlé et on a bien positionné maintenant nos pions. Et deuxième mi-temps, vous avez vu, ça a été un match équilibré jusqu'à la fin. C'est des erreurs de jeunesse parce que la plupart sont des cadets surclassés. Pour une telle compétition, il faut des gens qui sont un peu matures. Mais ils sont à l'apprentissage et j'espère que le prochain match, ça va nous donner fruit. On va corriger sur le plan défensif. On a failli et offensivement aussi, on a travaillé un peu. On verra ce que ça va nous donner. Franck, finalement, on a vu que ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il parle d'erreurs de jeunesse dans les 3 réactions. Pour avoir, on va dire, il dit, pour disputer une telle compétition, il faut avoir des joueurs matures. Comment fait-on pour avoir les joueurs matures ? Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer. Ben voilà. Il faut qu'ils s'expriment dans cette catégorie-là souvent pour s'aguerrir, pour avoir de l'expérience, pour avoir une certaine cohésion. Ce n'est pas le cas ici, forcément. Donc, voilà, c'est des erreurs de jeunesse. Le match a été équilibré, mais on a manqué, on va dire, de concentration. En deuxième mi-temps, on a bien joué. Mais le Bénin avait déjà fait l'essentiel. Oui, vous voulez qu'il fasse quoi? Voilà, donc, à tous les niveaux, c'est des rapaces togolais qui n'arrivent plus à planer.
Or, ils font face à des félins, à des fauves. Le Bénin a changé de nom. Hein. Ce n'est plus les curés, c'est les guépards. C'est les guépards. L'animal le plus rapide au monde dans la course. Donc, dans tous les cas, jusqu'à présent, ça semble lui réussir. Ah, mais on verra bien, parce que les éperviers, depuis un moment, ne planent plus. Pour faire le combat, pourtant, il faudra descendre. Or, sur Terre, ça ne va pas pour les éperviers. Donc, voilà ce qui explique un peu. Il faudra transporter peut-être le jeu vers... Oui, est-ce qu'un épervier peut transporter un fauve comme guépard? Peut-être un aigle, oui, mais un épervier, bon, je ne sais pas. Peut-être des coups de griffe, mais sur Terre... Autant changer de nom. Voilà. Sur Terre, ça ne marche pas. Donc, voilà, ça n'a rien donné. Il faut accepter de recommencer profondément le travail et pour aller chercher, on va dire, de très belles performances dans la sous-région, parce que là, c'est très, très, très difficile pour le football togolais. Alors, Angélon, Messa Metokodo n'a pu être à la hauteur de l'événement. Il faut avoir le courage de le dire. 3 sorties, 3 défaites. Pouvait-il en être autrement? Autrement, oui, parce que je le disais tantôt, c'est une compétition où le favori numéro 1, l'ogre de la compétition, peut mal se réveiller. La preuve, le Burkina a souffert face au Togo. Mais ça n'a pas suffi et on est encore une fois sur la litanie des regrets. Et à la finale, d'ailleurs, il a été battu. Voilà, par la Côte d'Ivoire. Donc, ça c'est une compétition. C'est l'esprit de la compétition. Maintenant... Est-ce qu'aujourd'hui, Mensah Metokodo va se remettre en cause? Est-ce que le monsieur va se dire, tiens, ça n'a pas marché, je jette l'éponge, je me concentre beaucoup plus sur mon club, la SOTR, qui, bon, on attend de voir si, pour le championnat, comment ça va se dérouler, et peut-être de dire que je n'ai pas réussi à ma mission. Donc, voilà, je remets tout et humblement, je me mets de côté. C'est une possibilité, ça se fait ailleurs. Qu'à un moment donné, on vous a fait tellement confiance, on vous a donné peut-être les moyens, mais malheureusement, ça ne marche pas. Pour revenir un peu en arrière, ces joueurs que nous avons là, tous ceux que nous avons, que ce soit Agbeko Maounion, Kodjo Soulé, Israël Fagla, Assignon Edem, mais combien de matchs avait-il dans les jambes avant de se déplacer? C'est ça. La question, elle est là. Avait-il l'opportunité d'évoluer ensemble sur une longue durée? Non. Il est vrai que Ametokodo a multiplié les stages en externat, mais de vous à moi, les stages sans les compétitions de façon ponctuelle, ça ne se fait pas. Il n'y aura pas de résultat. Quand on fait un stage, peut-être sur une semaine, on s'arrête, on revient dans 2 mois pour repartir avec un autre stage. On a encore 3 semaines ou 1 mois après pour faire un autre stage. La cohésion serait compliquée. Ça, il faut avoir le courage également de le souligner. Il est allé à la compétition, il a fait 3 matchs, il est revenu avec les résultats que nous tous on connaît. Pour une interrogation, c'est en cela, moi, je ressors également cet aspect de la chose. Est-ce que tous les joueurs ou tous les anciens joueurs de football doivent-ils devenir automatiquement des entraîneurs ou des sélectionneurs? Point d'interrogation. Bon, dans tous les cas, on reste donc sur cette question, cette interrogation, parce que, bon, pour être entraîneur, il faut avoir fait, disons, la formation. Maintenant... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que quand on reprend un Metokodo Mensah, on sait que c'est un bon entraîneur au niveau senior. Le titre de vice-champion avec Maranatha, il y a quelques saisons, 2 titres avec ASCO, 2 titres de champion, je voulais dire. Il a terminé 5e ou 6e avec la SOTA, tout en prenant l'équipe en milieu de saison. C'est un entraîneur, qui réussit un tout petit peu au niveau des seniors. Maintenant, pour les catégories inférieures, est-ce qu'il est un formateur? Est-ce qu'il est un éducateur? C'est ça. Parce que quand on est entraîneur, c'est pas la même chose de prendre les catégories de jeunes, parce que ce n'est pas forcément la même chose, la psychologie, le mental et tout ce qui doit être fait. Voilà, il faut être préparé, il faut s'y connaître. Apparemment, ce n'est pas, on va dire, son domaine de prédilection. Il échoue sur l'édition de l'année dernière et cette fois-ci, bon, je ne sais pas ce qui va être fait pour la suite. Dans tous les cas, le constat est clair et amer. Ça n'a pas marché. Les résultats ont été catastrophiques. On revient. Le sujet sur les préparatifs du CHAN, maintenant avec la sélection locale en second regroupement. Mais une dizaine de joueurs de l'ASCO n'ont pu répondre à la convocation de Jonas Kokoukoumla. Et beaucoup de questions se posent actuellement donc, par rapport à cela. On sait que c'est depuis lundi
justement que la sélection locale est en regroupement pour la seconde fois. Alors, quelles explications peut-on en donner? Une situation peut-être un peu expliquée par le report des éliminatoires, parce que normalement, ça devrait se faire sur la fin de ce mois de juillet. Maintenant, c'est repoussé en septembre. Peut-être, voilà pourquoi c'est un peu éclipsé. Mais sur la situation, moi, je suis un tout petit peu étonné, parce que le staff technique découvre, on va dire, le jour même du regroupement, que les joueurs d'Asco ne sont pas présents, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été forcément informés comme il se doit. Bon, Asco peut-être se dit, je suis en train de préparer la nouvelle saison à venir, mais cette façon de faire est un peu, j'allais dire, surprenant, parce que quand même une dizaine de joueurs d'Asco convoqués pour un regroupement pour l'équipe nationale, je pense qu'il faudrait y répondre. Il y a eu une situation similaire qui s'est présentée, je pense, il y a quelques mois. Donc, quand ça va redevenir récurrent, je pense que là, il va falloir fouiller et comprendre profondément ce qui se passe. Est-ce que Asco ne veut pas laisser ses joueurs évoluer? Qu'est-ce qu'il se passe là? Et il va falloir qu'on en parle et qu'on comprenne cette situation. Angelo, pensez-vous qu'il y a anguille sous roche? Oui, je vais également faire mes recoupements, mais cela semble, je dis bien cela semble un sabotage. Un sabotage parce qu'on ne peut pas être en sélection et sachant qu'on a déjà planifié un regroupement sur une date bien fixe ou sur des dates bien fixes et ne pas avoir les joueurs au regroupement. C'est impossible. D'habitude, ce qu'il se passe, les joueurs, certes, et en même temps, le board du club en question, tout le monde est informé et chaque joueur prend les dispositions pour répondre présent, ne serait-ce que d'abord répondre présent sur le terrain et après, s'il y a des doléances à poser, parce que peut-être on a un test à faire dans un club ou bien une situation familiale qu'on doit gérer, alors là, on peut ouvrir la fenêtre pour pouvoir vous permettre d'aller justement être responsable de la situation et derrière revenir. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et on a l'impression que quand ça se fait comme ça, moi, je pense qu'il y a une grosse légèreté dans la gestion de cette sélection-là. À un moment donné, il faudrait que le président ou bien le patron du football togolais tape du poing sur la table. Parce que ça semble être une récréation. Et pourtant, on parle d'une sélection qui se prépare pour le CHAN. Et à vrai dire, on a vu, oui, derrière une autre liste que Jonas Kokou-Komla a dû encore ouvrir pour appeler d'autres joueurs, histoire de pallier l'absence, ou bien les absences de ce joueur d'Asco. Oui, on nous fait comprendre qu'ils sont en train de vouloir préparer des matchs amicaux au Ghana voisin, histoire de préparer la saison. Mais sincèrement, ce qu'il s'est fait là, non, c'est pas normal. Mais c'est pas normal du tout. C'est vrai donc à quelques encablures de cette émission, nous avons réussi à notre manière à toucher le staff dirigeant de l'ASCO de Kara pour en savoir plus par rapport à cette histoire où on nous fait comprendre donc que oui, fondamentalement, on a eu des discussions, on aurait eu donc des discussions avec la fédération et qu'on aurait donné et disons qu'on se serait compris sur, disons, cette situation. Et que, en fait, le problème, c'est que l'ASCO se dit, mon premier match donc, de la Ligue des Champions, c'était prévu en septembre, mais ça a été ramené au 18 août prochain, et que la sélection locale, son match plutôt a été repoussé donc à septembre et que dans ce cas, il estime que lui qui venait donc d'entamer également ses préparatifs, il avait plus besoin de ses joueurs que la sélection locale. Voilà, donc certaines explications qui ont été données pêle-mêle. Et ce que je ne comprenais pas, c'est comment le staff technique de la sélection n'a pu être au courant. C'est là où se trouve le problème, toute l'interrogation. Ça crée cet effet de surprise. Si on sait que cette discussion a été menée au niveau de la fédération et qu'on s'est entendu sur les faits, comment se fait-il que le sélectionneur dit ne pas être au courant ou dit ne pas être informé par rapport à cette situation pour prendre certaines dispositions à temps? Et que c'est justement au jour de regroupement qu'on constate que la dizaine de joueurs de ASCO
n'était pas présente. Oui, c'est l'interrogation. C'est ce qui a surpris tout le monde. S'il y avait eu cette communication au niveau de la fédération et de ASCO, comme ça se dit, parce que la situation doit être connue par le patron de la sélection locale et qui ne devrait pas être surpris le jour du regroupement de ne pas voir la dizaine de joueurs d'ASCO convoqués. Voilà, ça veut dire que peut-être ça n'a pas communiqué autour. Sinon, les raisons peut-être évoquées par ASCO peuvent être comprises. Parce que là, c'est la Ligue des Champions qui arrive très bientôt. Alors que l'ASCO est en train de se préparer activement. Donc maintenant, il va falloir communiquer, dire les choses clairement. Là, ça n'a pas été fait à mon avis. Voilà pourquoi ça a créé cet effet de surprise et que l'entraîneur soit obligé rapidement d'ajouter une liste additive. Quand on comprend bien les choses, ASCO n'est pas au-dessus. Est-ce que ça ne donne pas aussi la chance à d'autres? Oui, mais avant de venir d'en venir à cette question, vous avez tout à l'heure expliqué en donnant des détails bien précis et l'interrogation que j'ai, mais qui a été diligenté par la fédération à pouvoir faire cette discussion avec les dirigeants d'ASCO? Et pourquoi cette personne, en retour, n'a pas fait le rapport, ne serait-ce que informer le sélectionneur concernant une telle situation? Est-ce qu'entre-temps, le sélectionneur est informé, mais n'a pas pu prendre les dispositions à temps? C'est également une probabilité. Mais aussi, reconnaissons une chose, dans notre championnat depuis pratiquement 2 voire 3 saisons, les joueurs d'ASCO sont, entre guillemets, presque les meilleurs. En sélection à prime. Et si jamais cette sélection à prime-là est dépouillée des meilleurs, quels résultats aurons-nous à l'avenir? On risque encore une fois d'être éliminés. Et ça, je dis que ce sera au crédit du comité exécutif de la FTF. Depuis que le président est là, depuis 2016, qu'est-ce qui a avancé dans le football togolais? À part le fait d'avoir la régularité de nos championnats domestiques. Et il y a eu également beaucoup de réformes qui ont été faites. Des réformes sur le plan administratif, oui, mais sur le plan sportif. Les résultats n'ont pas suivi. Oui, c'est à ce niveau-là qu'il est attendu. Et aujourd'hui, reconnaissons que ça ne va pas, ça ne marche pas. Et pour revenir à votre question, vous avez dit, n'est-ce pas une solution ou bien une occasion, une opportunité pour certains? Oui, naturellement. On a vu également la dernière liste additive que Jonas Kokukomla a publiée. Ces joueurs-là arrivent en sélection. Sûrement qu'ils seront motivés en se disant, tiens, oui, moi aussi j'ai l'occasion de porter la tunique jaune, de se faire voir sur les images, les réseaux sociaux, et de participer à un regroupement. Eh bien, je pense que c'est une progression pour eux. Maintenant, c'est à eux de saisir l'occasion et de prouver qu'ils sont capables, en dehors des joueurs d'ASCO, qu'on a tout à l'heure reconnus comme les meilleurs du moment, de pouvoir se faire un trou et d'avoir, pourquoi pas, des résultats intéressants. Oui, mais Franck, dites-moi, c'est vrai qu'Angelo parlait tout à l'heure de motivation pour ceux qui arrivent. J'allais même parler plutôt du contraire, de démotivation. Les sélections locales commencent-elles à démotiver les sélections nationales, je veux dire? Commencent-elles à démotiver les joueurs, d'autant plus que les résultats ne suivent pas? Je ne pense pas. Lorsqu'on est joueur de football, on aspire toujours à jouer à un niveau un peu plus élevé. C'est-à-dire, quand on dispute le championnat, l'objectif principal en tant que joueur, c'est d'arriver à convaincre les sélectionneurs des différentes sélections. Forcément, il y a la sélection locale, ça dépend également de la catégorie, là où on se trouve par rapport à sa carrière. On a envie toujours de jouer en équipe nationale, même si les résultats ne suivent pas. Je pense qu'au niveau des joueurs, le fait déjà d'être appelé en sélection apporte un plus. Est-ce que donc, le fait justement que les résultats ne suivent pas, est-ce que ce n'est pas une source, je dirais, oui, je parle toujours de démotivation, mais de manque d'intérêt. De manque d'intérêt, voilà. Oui, ça ne peut semble être intéressé. Ça peut être le cas aussi dans la tête, dans le mental. On se dit, oui, qu'est-ce que les sélections nationales apportent aujourd'hui? Bon, même si je n'y ai pas été convoqué, bon, moi je reste sur ma route. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, pour un joueur, même si la sélection est dans le trou, lorsqu'on vous appelle déjà international, ça fait quelque chose dans votre palmarès. Et je ne pense pas que pour un joueur, ça soit forcément une démotivation. Si ça l'est, moi je pense que ça doit être une erreur. Angelo, ce qui est bien aujourd'hui, que ce soit au niveau
de toutes les sélections. Je peux me tromper, mais je reste quand même sur mon assertion. C'est de dire que les sélectionneurs que nous avons à la tête des équipes nationales, toutes catégories confondues, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de personne. Il n'y a pas un problème d'indiscipline, il n'y a pas un problème de primes non payées. Non. L'atmosphère est seulement pourrie parce que les résultats ne suivent pas. Et parce qu'on n'a pas de joueurs de qualité capables de nous donner les résultats. Et maintenant, si je suis peut-être... Est-ce que le problème, c'est au niveau de la formation? Bien sûr que c'est au niveau de la formation. Ça reste un élément plus que fondamental. On a toujours clamé haut et fort quelle est la responsabilité de la direction technique nationale. Depuis plusieurs années, même depuis que le COMEX actuel est au rendez-vous, on n'a jamais senti l'impact réel de la direction technique nationale dans, je dirais, la promotion du football domestique et par ricochet au niveau de la sélection nationale. Pourquoi, jusqu'à présent, on a du mal à faire fonctionner ce département? Posons la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous parle du projet TDS et tout, mais bon, je pense que pour l'instant, c'est à court terme. On attend de voir ce que ça va donner à moyen et à long terme. Pour revenir et pour terminer sur la question du manque d'intérêt, simplement, quand vous êtes un joueur et que vous avez été pisté par un sélectionneur, prenez ça en bien. Prenez ça en bien parce qu'après tout, c'est la nation que vous représentez. Maintenant, faites du mieux que vous pouvez. Ben, si ça ne marche pas, le public sportif, il n'est pas dupe. Hein. Vous êtes 11 sur le terrain. On sait ceux qui arrivent à mouiller le maillot réellement. Vous avez tout dit. N'est-ce pas? Vous avez tout dit. Dans tous les cas, comme c'est dit, à partir de cela, je crois que oui, s'il y a des motivations, je crois que ça doit être pris autrement, de manière à ce que ça soit plutôt une source de motivation quand on arrive en sélection. Voilà, le dernier sujet, éliminatoire mondial 2026 avec le Togo qui est logé donc dans le groupe qu'on connaît déjà. On rappelle simplement le Sénégal, l'arrêt des Congo, la Mauritanie, les deux Soudans, c'est-à-dire le Soudan et le Soudan du Sud. Alors, première question, Franck, quel changement doit-il opérer dans son groupe avant le début de la campagne? Lorsqu'on considère les dernières performances des éperviers du Togo, la sélection Fagnon, donc il n'y a pas de résultat. Depuis que Paolo Duarte est arrivé, il a bien commencé avec les éliminatoires du mondial Qatar 2022. Il a fait une première partie qui semblait extraordinaire. Ouais, mais après, et puis bon, après, il est tombé dans la routine. Je ne sais pas si c'est, je dois dire, dans une certaine facilité après le stage d'Antalya qui est venu tout chambouler. Et on a vu que la sélection a eu tellement de problèmes de performance, l'attaque, ça ne tourne pas. Mais sur le dernier match, par exemple, ou bien sûr les dernières performances, quand je prends par exemple le sélectionneur qui dit, oui, le Togo massacre ses adversaires. C'est ce qu'il a dit, massacre. Quand il dit massacre, il a tenté d'expliquer, ça veut dire que oui, sur le plan organisation, tout est bien fait. Dans le jeu, le Togo produit du jeu, mais reste inefficace en attaque. Je ne sais pas trop pourquoi il a utilisé le mot mal choisi, à mon avis. Bon, c'est pas un francophile, hein. Donc, oui, peut-être qu'on n'a pas la même compréhension. Voilà, ce que, à mon avis, le staff technique doit pouvoir changer, c'est de trouver forcément les joueurs qui sont prêts à mener le combat. Il parle toujours de reconstruction, de reconstitution. Je ne sais pas là où on va se situer. Reconstruction, reconstitution. Est-ce que ça veut dire la même chose pour lui? Bon, je ne sais pas. Donc, il faut trouver des joueurs capables d'aller représenter le Togo, de mouiller le maillot et de gagner, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce que quand on est dans la reconstruction ou bien dans la reconstitution, on doit pouvoir chercher forcément à aller se qualifier pour une CAN, pour une Coupe du Monde? Je ne sais pas aussi, c'est lui qui est le patron aujourd'hui. Et sur la compétition qu'il vient, pour lui, tout le monde doit tenter sa chance. Maintenant, il reste à régler le problème de l'attaque. Puisque selon lui, toujours, l'équipe joue bien, mais n'arrive pas à faire la différence. En attaque, ne marque pas. Voilà le premier problème de cette équipe, selon lui. Donc, il va falloir peut-être changer les combinaisons en attaque ou bien aller trouver d'autres joueurs, à leur donner plus de temps. Ouattara Motalabou, tout le monde sait qu'il a été sur le continent africain la saison dernière, le meilleur buteur d'Asco
en Ligue des Champions. Hier, Justin reste le meilleur buteur du championnat l'exercice dernier. Il y avait un certain Razak, j'oublie l'autre nom, au niveau Koulibaly. Voilà, au niveau de la SCK qui a été un meilleur buteur l'autre saison. Il y a également ses joueurs préférés comme Clidier, il y a également Fodo et puis Plaka qui essaie de faire la différence. Maintenant, est-ce que le problème se pose au niveau des combinaisons? Le problème se pose au niveau du positionnement. C'est à lui de trouver la solution. C'est pour ça qu'il est là. Ah oui, voilà. Donc, je pense qu'il y a des changements vraiment à apporter à ce niveau. Et puis, un patron en milieu de terrain dont ne dispose plus aujourd'hui le Togo. On parle de Karim Derman. Mais est-ce que son bagage aujourd'hui suffit pour cette sélection Fagnon à faire la différence? Le point d'interrogation est là. Angelo, je vous repose la même question en essayant donc de partir de ce que Franck disait. Paulo Duarte, pour moi, il est à la croisée des chemins. Et je n'aimerais pas vraiment réfléchir à sa place. Juste dire qu'au Togo, depuis un bon bout de temps, on ne forme plus les attaquants racés. On n'en a plus, les attaquants de grosses pointes. Depuis que chez Emmanuel Adebayor a raccroché. Il est vrai qu'entre-temps, il y avait Kouba Diakader, il y avait Nutuje Kossi, il y avait qui d'autre, Salouba Chirou à l'époque. Ça, c'est bien avant. Oui, bien avant, justement, cette génération. Adebayor, Mais quand on prend ce lot-là, qui aujourd'hui peut s'identifier à ces anciens joueurs? Il y a presque personne. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer ceux qui sont là, mais en matière de talent et surtout d'impact dans le jeu offensif du Togo ou des éperviers du Togo, franchement, on n'en trouve pas. C'est en cela, je veux dire simplement, Paulo Duarte ne doit pas bouger son groupe. S'il veut être dans la reconstruction, au pire des cas, un ou deux, maximum 3 joueurs, peut-être dans certains compartiments que lui-même il a décelés, parce qu'il faut garder ce groupe-là, continuer à travailler avec lui, surtout ne pas commettre la même erreur qu'on a tous vu du côté d'Antalya quand il a voulu chambouler tout. Aujourd'hui, on a la conséquence qui est là. Et donc, tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui, à partir du gardien, défense, au milieu de terrain, latéraux et puis attaquants, oui, il faut qu'il continue à garder. Maintenant, c'est à lui de faire comprendre aux uns aux autres sur un tableau, je ne sais pas par quelle formule, comme quoi lui veut tout faire pour arriver à la CAN 2025. On ne cessera jamais de le dire. Ça fait 3 CAN à 24. Le Togo n'y est toujours pas. Comment c'est possible? Et donc, ça reste un défi. Maintenant, reste à savoir à son niveau quelle politique il va mettre en place pour arriver et la Coupe du Monde sera à transformer le signe indien. La Coupe du Monde sera à combien? 48. Ah ben là... Avec 9 ou 10 pays africains. Là, c'est une autre paire de manches. Au moins 9 pays africains. Au moins 9 pays africains y seront. Donc à cette Coupe du Monde de 2026. Ouais. Bon ben voilà, mais la situation est là. Bon, c'est vrai que finalement les défaites ne se prennent plus pour les Togolais, c'est plutôt les victoires. C'est dommage. Non, mais... Ouais, c'est la triste réalité. Bon, alors, on va écouter justement Paulo Duarte, dont Franck en parlait tout à l'heure, et qui reconnaît que l'équipe ne marque pas sans avoir trouvé donc la solution. On l'écoute. Avec tout le problème qu'on parle ici, qu'une équipe n'a pas le niveau, joueurs expatriés qui n'ont pas le niveau, joueurs locaux qui sont meilleurs que les expatriés, mais la réalité est que nous, on a massacré le Burkina ailleurs, et à domicile, et on a massacré Swaziland ici. La unique différence, et quand je parle massacré, ça veut dire organisation, qualité du jeu, contrôle du jeu, chaque fois meilleur. À partir du moment qu'on a gagné Roger et Karim au centre, les 3 axiaux, on a un contrôle du jeu consistant, on a un contrôle du jeu qui nous donne toute la stabilité pour que l'équipe peut marquer. Avant, on joue dans mon système 4-3-3 et on joue avec un attaquant et on a 3 attaquants sur le banc, on a Denk, on a Thibault, on a Agoro, 2 milieux et un attaquant qui fait de 10. C'est Plaka, c'est un 3e attaquant. Et on crie d'opportunité, et on massacre l'adversaire. Mais pourquoi ça ne marque pas justement? Parce qu'il faut des buts pour pouvoir gagner. Faut me questionner pourquoi on ne gagne pas. Parce qu'on ne marque pas. On ne marque pas, Franck. C'est le petit détail de l'efficacité, de la qualité. On ne marque pas. Si on marque, on gagne. On gagne stabilité psychologique. On gagne stabilité de points. Et une équipe qui ne marque pas à ce niveau ne peut pas gagner. Alors, c'est les attaquants qui sont mauvais ou quoi? Ou c'est l'animation? Non, ce n'est pas les attaquants qui sont mauvais, c'est pas l'animation. C'est exactement le contraire. Ah.
Ah oui. Ah oui? Ben, le contraire, c'est quoi? Pour lui, si ce n'est pas l'animation, ce n'est pas les attaquants qui ne marquent pas. Donc, le contraire, c'est lui. Donc, c'est lui qui n'est pas bon. Bon, je ne le fais pas dire, hein. Mais non, mais soyons sérieux, je ne sais pas si on a vu le même match contre le Burkina Faso. C'est vrai qu'à l'aller, le Togo a produit du jeu, nous sommes d'accord. C'était en terre marocaine. Le Burkina a attendu et a réagi au dernier moment. C'était l'essentiel. Le Burkina est arrivé au Togo, pas pour forcer. Eh bien, il a joué juste le jeu qu'il faut pour avoir sa qualification. Et partir avec un point ici et 3 points de l'autre côté. Oui. Peut-être que le mot massacré, Paulo Duarte a un peu exagéré, même si à Marrakech ce jour-là, le Togo a quand même fait une bonne production de jeu, mais aller dire que le Togo a massacré le Burkina, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce qu'il y avait une défaite à ce niveau-là. 0-1, c'est vrai aussi qu'on peut dominer un match, mais après le perdre. Et ici, le Burkina a géré, vous l'avez dit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apporter comme changement dans cette sélection. Peut-être le milieu de terrain pour lui, avec l'arrivée de Karim Derman et de Roger Arolou, il y a une certaine stabilité au milieu de terrain par rapport à ce qu'il dit. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce que le Togo tient toujours son match comme il le faut? Et puis le côté physique, on sait que le Togo n'arrive plus à jouer les 90 minutes comme il se doit, comme au temps de Keshi, où c'est surtout la deuxième mi-temps qui est jouée. Vous voyez toujours l'équipe togolaise totalement transformée. Donc, en seconde période. De ce côté-là également, il faut apporter des changements pour avoir une équipe solide, une équipe qui reste présente sur le premier instant jusqu'au dernier. Angelo, Paulo Duarte a-t-il la situation en main après tant de déconvenus? Oui, il a la situation en main. Il n'a pas été débarqué. Il est toujours aux affaires. J'ai dit entre-temps que c'est les défaites qui ne surprennent plus au Togo. Parce que les Togolais disent quand le Togo a un match, bon, naturellement, on doit être gagné. Donc, c'est les victoires qui deviennent vraiment une surprise. Et donc, même prennent des somnifères avant le match. Hein. Ça oui, alors, allons-y. Mais pour dire que non, il est toujours aux affaires, ça veut dire qu'au niveau du COMEX, on lui réitère cette confiance. Oui, c'est vrai, le président l'a dit ouvertement, qui veut l'entendre. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a la tête tranquille. Maintenant, c'est le nœud gordien. Mais c'est vrai aussi que ce n'est pas le COMEX qui prend les décisions. Oui, mais bon... oui, mais apparemment... Il faut bien qu'au niveau du sommet, gouvernement... Voilà, ça c'est une réalité également. Mais bon, pour revenir un peu à sa prise de main ou pas de l'équipe, moi je pense que le gros problème qu'il a aujourd'hui, c'est la qualité des joueurs. Et ça, personne n'est dupe là-dessus. Nos joueurs n'ont pas 30, 40 matchs par saison dans les jambes. Bon, ils ne sont pas des titulaires indiscutables là où ils évoluent. Ce ne sont pas également des cadres forcément à tous les niveaux de la sélection. Et quand on vient comme ça pour jouer des matchs avec une compétition en vue, sincèrement, ce n'est pas le même mental. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Le mental de l'entraînement est totalement différent du mental qu'on a lorsqu'on joue un match et en jeu. Et pour l'instant, Paulo Duarte, je pense qu'avec l'ensemble de ses collaborateurs, c'est à eux de réfléchir et de voir. Je l'ai dit, je le répète, le groupe, oui, 1 ou 2 ou 3 personnes juste pour apporter une concurrence, mais l'ensemble ou la majorité doit rester en place, histoire d'avoir, pourquoi pas dans 2 ans, des résultats bien évidents. En tout cas, voilà, donc c'était une analyse que nous faisons pêle-mêle, tout en restant sur l'essentiel. Bon, c'est vrai qu'on va revenir encore tout le temps. Malheureusement, ça ne marche pas, mais on continue donc de pousser. Ça nous amène, donc, puisque nous l'avions promis, eh bien, qu'il y a plus de temps pour que les auditeurs, le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26, voilà. Donc, pour vous, si ça vous intéresse, en tout cas, ben, c'est le moment ou jamais. Donc, rapidement, de nous dire ce que vous pensez de ces différentes sélections et comment il faut résoudre ces genres de problèmes. Le premier auditeur en ligne. Allô. Oui, allô, on vous appelle. Bonsoir, on vous appelle comment? On m'appelle Chovi Anani étoilisé. Chovi Anani. Anani étoilisé, supporter numéro 1 de l'Union au Togo et en Afrique. Ah, vous avez décrété donc le numéro 1, le supporter numéro 1 de l'étoile filante. Oui, allons-y. Ce que moi je vois, oui.
si j'ai un mot à placer à l'endroit de notre équipe nationale, c'est à vous, parce que vous travaillez beaucoup pour cette fédération. Mais elle-même ne reconnaît pas ça. Sinon, tout ce que vous dites là, on n'a pas besoin d'aller en Europe et avoir des revenus pour la victoire. Et donc, c'est au Togo, c'est la fédération qui a le problème pour toutes ces choses-là. On dit de préparer l'équipe. Comment préparer une équipe? Les juniors, cadets, tout ça là. Bon, on ne comprend absolument rien. Comment ça veut dire qu'on peut avoir une victoire? Mais j'espère que avec vos conseils à l'endroit de la fédération, il sait que ça va aller. Sinon, nous, presque, nous sommes très découragés, mais bon, ça va aller. D'accord. Ben, écoutez, heureusement que vous avez laissé encore une place pour que ça aille. Bon, voilà. Anani, merci beaucoup. Oui. Oui, à plus tard. Un autre en ligne qui doit se manifester très rapidement, le 92 03 60 31 ou le 97 24 56 26. Donc, les codes d'accès pour participer en direct à cette émission. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. Oui, on vous appelle? Aimé le bon, c'est Épervier. C'est Épervier. Oui, je voulais vous saluer. Oui. Pour tout ce que vous faites pour nous, Angelo et Franck. Ouais, merci. Merci. Je vous salue, je vous salue. Épervier, merci beaucoup. Ce sera tout. Bon. Pardon? Oh. C'est un commerçant. Donc. Ah, dis, hein, oui. Ah. Je dis que nos entraîneurs et nos joueurs qui nous tuent. Ils ne veulent pas jouer. Oui. Les entraîneurs, si on les laisse ensemble, ils ne s'aiment pas. Les gens disent aux joueurs, arrivez, ne jouez pas. Il faut qu'on vous gagne et puis on change une autre personne. Ah bon? Donc c'est ça qui nous tue. Les gens ne donnent pas la chance aux enfants d'aller jouer, d'aller mouiller le maillot. Donc ça se passe ainsi? Les enfants d'aller jouer comme des femmes et retourner à la maison. Produit. Donc c'est ça qui fait que nos entraîneurs ou nos joueurs qui nous tuent. Très bien, d'accord. Ben, écoutez, Épervier nous dit que c'est plutôt les joueurs et les entraîneurs qui nous tuent. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Rachid, notre ami Rachid. Bonsoir, salut tout le monde. Ouais, salut Rachid. Oui. Moi, ce que je dis, le Togo a encore des problèmes dans tous les compartiments. Que ce soit de l'attaque, jusqu'à même en défense même. Nous n'avons pas des joueurs qui ont du caractère. Même au sein du staff, le staff aussi est limité. Quand Paulo Idaté dit on a massacré le Burkina, le match aller, le match retour, on n'a pas massacré le Burkina. Le Burkina a su jouer et ils nous ont gagné. C'est ça. Mais si c'est qu'on avait gagné et il dit qu'on a massacré, on massacre une équipe avec la défaite. Là, on n'a qu'à arrêter ces conneries-là. Avec ça, on peut prétendre à se qualifier à aller à la Coupe du Monde. Non, mais écoute, Rachid, il a expliqué ce qu'il entend par massacrer. Il a parlé d'organisation, production de jeux. L'équipe togolaise qui n'arrive pas à produire du bon jeu, à aligner au moins, a fait 10 passes. Et il se prétend dire que le Togo massacre ses adversaires. Non. Si on veut être sérieux, on cherche la qualification, il faut qu'on soit sérieux. Le staff doit parler, le staff premièrement, en plus au sein des joueurs aussi. Oui, mais qu'est-ce que le staff doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire, tu dis? Oui, le staff doit nous amener des joueurs qui sont en forme. Ils sont où? Ils sont où, ces joueurs? Maintenant, ils vont préparer. Par exemple, on a des joueurs locaux ici qui peuvent commencer par travailler avec eux et amener quelques joueurs expatriés qui jouent dans leur club. Mais si ils nous amènent des joueurs qui ne jouent même pas dans leur championnat et qui face à face, qui n'arrivent même pas à marquer, avec ça, nous n'allons même pas aller quelque part. D'accord. Non. Ok, bonne émission. Rachid, merci beaucoup pour votre intervention. 92 03. Oui, il y a un autre 92 03 60 31 97 24 26 26. Les codes d'accès, c'est à votre choix. Et puis,
vous participez à cette émission, vous nous dites exactement ce que vous pensez par rapport à la gestion des sélections dont dispose le Togo, toutes catégories confondues. Et bon, voilà, un autre qui est en train de se signaler. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Pardon, on vous appelle Monsieur Ali depuis Egranawé. Ali, Depuis Egranawé. On vous écoute, monsieur Ali. Je salue le plateau. Merci beaucoup. Bonjour. Pardon? Et, par rapport au sujet, oui. Moi, je n'ai plus trop de problèmes. Le problème, c'est au niveau de l'attaque. Il n'a qu'à trouver une solution là-bas et puis ça va marcher. Au niveau de la défense, au milieu, ça va un peu. Mais c'est l'attaque. Ils sont très très faibles en attaque. Et qu'est-ce que vous lui proposez? Il faut changer d'attaquant et ils sont où? Oui, bon, la combinaison Thibaut Cridier et Placard dessous, bon, ça marche. Avec Fodo là-bas, non, je ne crois pas que ça marche. Ah, donc vous parlez plutôt de, comme Franck l'a dit, qu'il peut peut-être imaginer d'autres, il faut tenter d'autres combinaisons en attaque. Voilà, puisque comme il n'a pas de concurrent, donc il fait ce qu'il veut à l'attaque. Ah, vous voulez parler de Fodo là-bas? Voilà. Très bien. Ce sera tout? Oui, ce sera tout. Merci beaucoup, monsieur Ali. Merci. Oui, bon après-midi. Un dernier peut-être, si c'est possible. Ah non, d'accord. Écoutez, on va finir sur cette note. Franck? Oui, ça a été un plaisir, comme tous les vendredis, d'être là et de parler des sélections nationales. On va continuer. Ah oui, bon, ben, et s'il y a autre chose à faire? Bon, on va continuer. Ouais, Angelo, vous riez pourquoi? Non, mais oui, mais c'est un contrat rempli à mi-chemin. Voilà, on reviendra pour la suite. C'est mieux comme ça. D'accord, donc ça fait vendredi prochain, on va se retrouver dans ce même studio, cette même heure justement, pour décortiquer d'autres sujets, mais relatifs toujours aux différentes sélections. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a créé cette émission dans le nid des éperviers. De l'autre côté, c'est Théo Ajab. À la caméra, eh bien, et l'homme devant, c'est notre chef, merci. Et puis, ici au studio, Franck et Angelo, je suis Aimé Le Bon, au revoir. 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 Je suis Aimé Le Bon,